Louis le Gallou, tome 1. Le village au bout du monde. De Jean-Luc Marcastel, lu par l'auteur. Entre ici et ailleurs, il existe un pays dont bien peu, de ce côté-ci de la réalité, ont entendu parler. C'est qu'il y a des milliers d'ici et des milliers d'ailleurs, plus ou moins semblables. Certains seront seulement différents par la couleur de l'herbe qui sera bleue au lieu d'être verte. Dans d'autres, les pendules auront 10 heures à la place de 12. Ou tout sera tellement étrange que la moindre plante paraîtra terrifiante. Le pays dont nous parlons n'est pas de cette catégorie. Il est plus proche de notre monde, mais pourtant pas tout à fait le même. Dans ce pays, comme dans tous les autres, les gens vivent, rient, pleurent et rêvent. Somme toute, rien que de très naturel. Comme partout, la plupart des hommes y mènent une existence tout ce qu'il y a de plus paisible, entre semailles et moissons. Mais pas tous. Dans chacune des réalités dont nous parlons, il existe des personnes dont la destinée est différente. Des personnes qui, par la force des choses et leur propre volonté, changent l'histoire de leur temps. Des gens pas comme les autres, des héros. Celui dont nous allons parler ici, moins que certains peut-être, mais plus que beaucoup, mérite d'être appelé par ce mot. Héros. Quand les gens des pays du Nord, par-delà la grande brèche, racontent une histoire, ils la commencent toujours par « Il était une fois ». Une belle entrée en matière, comme on peut en trouver dans les livres reliés. Mais chez nous, quand on se rassemble au coin du feu pour se faire rôtir les sourcils et se mettre à l'abri du froid, dans le creux du Cantou, on commence plutôt par « Il y a un village là-haut dans la montagne, entre ciel et bruyère. » Alors tout le monde se tait. Même le vent qui mordit les volets clos semble faire silence pour écouter la suite. C'est l'heure du conteur, c'est l'heure de l'histoire de Louis le Gallou. Entre ici et ailleurs, il existe un pays dont bien peu, de ce côté-ci de la réalité, ont entendu parler. C'est qu'il y a des milliers d'ici et des milliers d'ailleurs, plus ou moins semblables. Certains seront seulement différents par la couleur de l'herbe, qui sera bleue au lieu d'être verte. Dans d'autres, les pendules auront 10 heures à la place de 12, ou tout sera tellement étrange que la moindre plante paraîtra terrifiante. Le pays dont nous parlons n'est pas de cette catégorie. Il est plus proche de notre monde, mais pourtant pas tout à fait le même. Dans ce pays, comme dans tous les autres, les gens vivent, rient, pleurent et rêvent. Somme toute, rien que de très naturel. Comme partout, la plupart des hommes y mènent une existence tout ce qu'il y a de plus paisible, entre semailles et moissons. Mais pas tous. Dans chacune des réalités dont nous parlons, il existe des personnes dont la destinée est différente. Des personnes qui, par la force des choses et leur propre volonté, changent l'histoire de leur temps. Des gens pas comme les autres, des héros. Celui dont nous allons parler ici, moins que certains peut-être, mais plus que beaucoup, mérite d'être appelé par ce mot. Héros. Quand les gens des pays du Nord, par-delà la grande brèche, racontent une histoire, ils la commencent toujours par « Il était une fois ». Une belle entrée en matière, comme on peut en trouver dans les livres reliés. Mais chez nous, quand on se rassemble au coin du feu, pour se faire rôtir les sourcils et se mettre à l'abri du froid, dans le creux du Cantou, on commence plutôt par « Il y a un village là-haut dans la montagne, entre ciel et bruyère. » Alors tout le monde se tait. Même le vent qui mordit les volets clos semble faire silence pour écouter la suite. C'est l'heure du conteur,
C'est l'heure de l'histoire de Louis le Gallou. Chapitre 1. Le village au bout du monde. Il y avait un village là-haut dans les montagnes. Oh, ce n'était pas un grand village, juste quelques maisons agrippées au pied des pentes, quelques pustules de pierre poussées au milieu de champs rabougris à l'herbe rare et sèche. La vie était dure alors. La vallée, surtout à cette altitude, n'était pas tendre pour ceux qui s'y accrochaient. C'est qu'elles étaient hautes, ces montagnes, et violentes aussi. À les regarder de loin, on croyait voir des dents énormes prêtes à croquer une bonne portion de ciel. Quant aux hivers, mieux valait ne pas y penser. La neige tombait drue ici et tôt. Fin septembre déjà, première gelée faisait virer les forêts du vert au brun, en une seule nuit. Même les rochers qui tapissaient des pentes tondues ne résistaient pas au froid. Certaines nuits, on entendait la pierre éclater et se fendre comme un caillou sous le marteau du tailleur. Ça, l'hiver, on connaissait par ici. Il commençait en octobre pour ne finir qu'en mai de l'année suivante, et encore de mauvaise grâce. Mais alors quelle couleur, quel festival, quelle exubérance! Le printemps était court, mais gagnait en intensité ce qu'il perdait en durée. Il déployait ses couleurs sur les pics abruptes, tel un papillon éphémère mais merveilleux. Puis venait l'été, chaud et bref, sec comme un coup de trique, zébré d'orages rageurs et imprévisibles, fouetté de langues de foudre meurtrières. Quand ça tonnait par ici, chacun s'enfermait chez soi et claquemurait portes et volets. C'est que dans chaque famille, on gardait encore le souvenir d'un bon gars foudroyé en plein champ, tellement bien rôti que même un loup affamé n'en aurait point voulu. Bien sûr, habitués à ce climat peu commode, les gens de ce coin oublié de Dieu étaient devenus un peu rudes. Aux voyageurs de passage, ils pouvaient paraître renfermés, pour ne pas dire rustaux. Il y avait du vrai là-dedans. À Mandaille, il faut bien l'avouer, on accueillait plus souvent l'étranger avec une fourche qu'avec une parole aimable. Mais ce serait mal jugé que de s'arrêter là. Une fois le premier contact difficile passé, et si on ne se retrouvait pas balancé dans l'auge à cochon, on était traité comme un ami, presque un membre de la famille. Et puis des visiteurs, il en venait peu ici. Le dernier voyageur à s'être égaré dans ce bout du monde devait être bien vieux déjà. Seuls les anciens se souvenaient encore de son passage. C'est qu'au-delà des montagnes, où l'on trouvait peu de chemins praticables, s'ouvrait la grande brèche, celle qu'on surnommait la brèche du diable. Cette brèche maudite qui traversait la terre, tel le sillon vertigineux d'une charrue haute comme les montagnes, marquait la fin du pays et de toutes les routes. Personne ne se risquait à diriger ses pas vers ce gouffre à malfaisance qui, la nuit, semblait briller d'une lueur mauvaise et vénéneuse. Les plantes et les bêtes aux alentours étaient devenues bizarres, infestées du diable. Franchir les montagnes, c'était courir à un bien mauvais sort. On n'en revenait guère. Les rares qui avaient fait l'aller-retour, voilà longtemps, on n'en gardait pas de bons souvenirs. Eux aussi étaient devenus brécheux, contaminés par le mal de là-bas. Mandaille était, de fait, une sorte de bout du monde, le dernier avant-poste de l'homme dans une nature sauvage et revêche. Et c'est ici que commence notre histoire. Louis rêvait. Il faisait froid. Il le savait, même sans le sentir. Là-haut, dans un ciel traversé de nuages menaçants, une lune pleine et glaciale le lorgnait d'un œil pâle et inamical. Contre son dos, il sentait un mur de pierre couvert de mousse humide et grasse dans lequel s'enfonçaient ses doigts crispés. La lune et la pierre, les deux seules choses encore épargnées par le grand brasier qui semblait devoir consumer le monde. Car tout, dans cette nuit sorcière, n'était que violence, flamme, hurlements, choc des armes et cavalcade éperdue. « Il a fracassé la poterne !»
Une voix d'homme sur la gauche, quelque part dans les ténèbres embrasées, un homme qui, déjà, se savait promis à l'enfer. « Rien ne l'arrête, ni les flèches, ni les épées, ni les lances, c'est un démon, un démon !» Un peu plus loin, dans l'ombre en furie, éclaboussée de rouge, il y eut un grand remue-ménage, celui de corps couverts de métal qu'on aurait démantibulé dans un concert de vociférations et de cris de bataille, se brisant en écume sanglante. Là-dessus, renvoyant tout le reste au rang d'anecdotes, roula un son colossal, un grondement écorché qui se répandit jusqu'à la pierre dans le dos de Louis, celui d'une bête folle, énorme, souffrante, une bête comme jamais cette terre n'en avait porté. « Il va nous tuer, il va nous tuer ! Oh Seigneur, regardez, regardez-le ! Reformez les rangs, le donjon doit tenir ! Ce n'est pas un galou, c'est le diable en personne, le diable ! Allez chercher la dame et l'enfant et rendez-lui par pitié ! Il est trop tard. Tenez les rangs pour notre Seigneur, il est sur nous. » Louis, recroquevillé contre la froide muraille, se ratatina un peu plus et ferma les yeux, alors qu'un nouveau concert de bruit et de clameurs abominables venait craquer, grincer, rebondir et ruisseler sur la pierre jusque dans ses oreilles. Le fer frappait, fulgurait en vain, se brisait dans les grincements horripilants des armures fracassées, concassées comme vulgaires noix. Puis vinrent les autres sons, pires encore, plus humides, gargouillis, râles et déchirements. Les mâchoires de la bête, de cette ombre infernale, toute tressée de cauchemars qui approchait, claquaient encore et encore, rythmant l'œuvre de la faucheuse, moissonnant vie à chaque coup. Les appels se firent plaintes, puis se turent en un sur un dernier craquement. Quand même les odieux échos de mastication se furent éteints dans la forteresse assassinée et rendue au silence, Louis osa enfin ouvrir les yeux. Il regretta aussitôt de tout son être. Là-bas, à 5 mètres de lui à peine, dominant un carnage de métal et de chair meurtrie, silhouetté de sang par la lueur des tours en feu, se tenait une forme terrifiante. C'était un homme et un loup à la fois. Du premier, il avait la posture debout et 2 bras puissants. Du second, le pelage hirsute et sombre, les pattes fines à la place des pieds et une queue épaisse et fournie. Quant à la tête, penchée qu'elle était vers le sol, Louis ne pouvait ni ne voulait la voir. Le galou, car c'en était un, sans l'ombre d'un doute, et quel galou, était penché sur quelque chose. Louis, qui n'avait pourtant qu'une envie, refermer les yeux pour ne plus les rouvrir, ne put se retenir. Il se pencha un peu pour découvrir ce que surplombait ainsi le monstre. Il ne put ravaler un cri d'horreur quand il découvrit, entre les pattes de la créature, une forme immobile et frêle, gisant sur le pavé souillé, celle d'une jeune fille. Le galou s'apprêtait-il à dévorer cette ultime victime ? Curieusement, du fond de sa frayeur, Louis n'en était pas sûr. Tout penché qu'il était sur la malheureuse, le galou ne semblait pas sur le point de la croquer. Au contraire, Louis avait l'impression que la terrible apparition hésitait, en proie à une indécision qui la faisait trembler. Alors une voix hurla, près de Louis, celle d'une femme, belle et claire. « Jeanne, non !» Il y avait une telle douleur dans ces mots, une telle tristesse que Louis en fut bouleversé. Cette voix, sans qu'il sût dire pourquoi, remuait en lui des sentiments forts et oubliés. Et le galou l'entendit aussi. Sa masse prodigieuse, tout en muscles et en poils noirs, se figea comme frappée par un fouet avant de se retourner lentement. Et Louis put enfin voir sa face. C'était bien une tête de loup qu'il avait à la place du visage. Et quelle tête! Énorme, massive. C'était une gueule à croquer un tronc d'arbre, aux dents plus longues que des couteaux. Là-dessus se dressaient 2 oreilles pointues et touffues, et entre les deux, ses yeux. Des yeux de loup, bien sûr, aussi jaunes et brûlants que des soleils venimeux, luisants d'une terrible fringale, d'une sauvagerie tout animale. Mais il y avait aussi autre chose, un reflet d'humanité coupable qui rendait ce regard plus terrible et tragique à la fois. Une lueur de honte, de souffrance et de remords, une douleur tout à fait humaine. Louis, étrangement ému, crut voir une larme déborder de l'œil ardent et se perdre dans la fourrure rêche de la créature.
sans qu'il sache pourquoi cette larme le bouleversa plus que tout le reste. Alors, des bras doux se refermèrent sur lui, et une voix, celle de la femme, le supplia. « Ne regarde pas, Louis, ne regarde pas !» Les bras l'enserraient, il ne voyait plus rien, et celle dont il sentait à présent l'odeur, douce, rassurante, ordonnait. « Va-t'en, Jeanne, va-t'en !» Alors, Louis entendit le galou hurler. Dans ce cri, il y avait un tel désespoir que Louis crut que son cœur allait éclater. Et lui aussi se mit à hurler, hurler. « Eh bien, grand feignant, c'est pas comme ça que la moisson va avancer ?» Ces paroles se frayèrent un chemin dans le cauchemar de Louis, telle une épée déchirant un voile noir. Les ténèbres s'écartèrent, repoussées par les accents chauds et familiers de cette voix. L'ombre souillée d'écarlate se consuma dans la lumière, alors que ses yeux s'ouvraient sur un soleil radieux. Au-dessus de lui, le ciel baladait un troupeau de nuages ventrus mais clairsemés. L'air, encore tiède d'un reste d'été, sentait déjà l'automne. Les branches chuchotaient aux feuilles bavardes quelques secrets de sève. Un visage était penché sur lui, celui d'un garçon, son frère, Séverin. Séverin était d'un an son aîné, mais à 14 printemps maintenant, cette différence s'était estompée si elle avait jamais été marquée. Séverin était un solide gaillard, tout en muscles, un rude travailleur, dur à la tâche et un bon coureur, que personne au village ne se serait avisé de défier. Séverin, il vous grimpait les montagnes à en concurrencer tous les chamois du monde, sans jamais se fatiguer. C'était surtout quelqu'un de calme et réfléchi, qui appréciait plus la lecture que la bagarre. Quelqu'un, enfin, qui ne connaissait ni de près ni de loin le sens du mot méchanceté, et se tenait toujours prêt à intervenir au moindre conflit. Sa gentillesse, il la portait sur lui, dans son visage franc comme un sous-neuf, son sourire sans retenue et le vert généreux de son regard. Ce regard qu'il portait à présent sur Louis, inquiet. « Louis, ça va ? Tu en fais une tête ?» Louis cligna des yeux avant de répondre, pas tout à fait sûr d'être vraiment là. « Bien sûr que ça va. J'aimerais bien voir ta tête à toi si je te réveillais en hurlant comme ça. » Il ne tenait pas à parler de son rêve à Séverin. Il savait que ce dernier se serait encore inquiété pour lui. Peut-être, aussi, voulait-il éviter les questions que son frère ne manquerait pas de lui poser. C'était mal le connaître. « Tu as encore fait ce cauchemar, pas vrai ?» Un pli soucieux barrait le front tanné de soleil du jeune homme, sous ses crins clairs et hérissés de brins de paille. Louis ne se sentit pas le cœur de lui mentir. Pas à lui. « Oui, » lâcha-t-il entre ses dents. « Encore ? Ça fait 3 fois ce mois-ci. La dernière, tu as crié si fort que tu as réveillé tout le monde au château. Père était furieux. » Ça, oui, Louis s'en souvenait, pour sûr. Et son derrière aussi. Leur père avait la main lourde et des manières d'ogre, surtout avec ces 2 derniers. Et il détestait être réveillé la nuit. Louis se garda cependant d'en faire la remarque, mais Séverin ne comptait pas en rester là. « Tu devrais en parler au père Georges. Il pourrait sûrement t'aider. Louis, tu m'entends ?» Comme il ne pouvait rien refuser à Séverin et qu'il voulait avoir la paix, Louis grommela du bout de la langue un vague « oui » avant d'accepter la main que lui tendait son frère. Il se redressa, dépliant sa grande et large carcasse. Séverin parut rétrécir. C'est que Louis ne s'en laissait compter par personne. 13 ans et presque 1,80 m, il toisait déjà de haut tous les gosses de son âge. Si encore, comme certains, il avait poussé comme un haricot, tout en longueur, on aurait dit, en haussant les épaules, il a grandi trop vite. Mais le gaillard, loin d'être brindille, vous exposait un poitrail et des épaules de lutteur de foire. Fort heureusement pour beaucoup, il y avait peu de garçons plus placides que lui. Du moins, en apparence. Car chez Louis, contrairement à Séverin, il y avait quelque chose, un zeste dont on ne savait trop quoi. Regarder les yeux de Louis, chauds et doux, c'était comme regarder un feu de bois, apprivoisé et rassurant, tant qu'on ne lui permettait pas de déborder du cantou pour dévorer la maison tout entière. Une tape dans le dos, Séverin le relança. « On y va ? La moisson ne se fera pas toute seule. » Il leva un instant le nez au ciel, scruta les nuages et déclara péremptoire.
pourrait bien faire un orage ce soir. Et un orage, tous les deux savaient ce que ça voulait dire. Aussi, côte à côte, se mirent-ils en marche vers le champ où les autres jeunes gens du village s'activaient déjà.